Alors, bonjour à tous et à toutes à nouveau. On va dire, chers anciens et futurs passagers, je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour vous parler d'un musée peu ordinaire. Ce musée, le musée Kröller-Müller. Ce musée que je connais, peut-être certains d'entre vous le connaissent aussi parce que on le fréquente régulièrement. On y va lorsque on a cette croisière qu'on appelle en général la croisière des peintres. C'est même la première escale, le premier musée de la croisière. Alors, au programme de cette année 2021, on l'a effectivement programmé dans deux itinéraires pour une croisière au printemps et une autre au tout début de l'été. On aura donc l'occasion de voir ce musée Kröller-Müller. Je vais essayer donc de préparer un petit peu cette visite pour les plus indécis, essayer même de vous convaincre, pourquoi pas, en vous montrant à quel point ce musée d'art moderne, ce musée d'art contemporain aussi, a une histoire, il a une âme. Alors, quelques chiffres. Le musée Kröller-Müller, c'est déjà 20 000 œuvres, dont plus de la moitié ont été acquises au début du XXe siècle, 1907-1922. Ce musée, c'est le résultat de la passion de cette dame. Vous avez ici à l'image, toute petite photo qui représente Hélène Muller. C'est surtout le résultat de sa passion, puisque ça va être une avide collectionneuse d'œuvres d'art, mariée à Anton Kröller, qui est devenu un riche industriel. Bon, elle est l'héritière elle-même d'ailleurs de cette industrie. Entourée, bien conseillée d'ailleurs, elle est parmi les premières à acheter en grand nombre, les œuvres de Vincent van Gogh. Seulement 25 ans après sa disparition, donc finalement très tôt dans l'histoire, on va dire, de son œuvre ou euh, de sa postérité. Le musée héberge comme cela la deuxième plus grande collection de Van Gogh au monde, après celle d'Amsterdam, puisque ce musée Kröller-Müller, il a quelques 92 tableaux, plus de 180 dessins de Van Gogh. Alors très tôt, Hélène Muller veut montrer justement cette collection. Elle ne fait pas qu'accumuler des œuvres pour elle-même, pour sa famille. Il lui faudra donc un musée qu'elle pense de plus en plus grand parce que sa collection ne cessera jamais de grandir, de s'élargir. Toutes les tendances de l'art moderne vont être représentées dans une démarche qui est, on va dire, scientifique, puisque cette démarche va même inspirer la plupart des musées d'art en Europe et dans le monde. De nos jours, c'est plus de 40 artistes qui ont leurs œuvres exposées au musée. Ce n'est finalement qu'à la veille de sa disparition, à la veille de sa mort en 1938, qu'Hélène Muller voit enfin son vœu exaucé, c'est-à-dire la construction de son musée. Depuis, le musée, eh bien, il a continué de grandir, la collection bien sûr, mais grâce à des achats, à des dons d'artistes, à des legs d'autres collections. Il est agrémenté d'un jardin des sculptures depuis les débuts des années 60, qui est lui aussi l'un des plus grands d'Europe, avec quelques 160 sculptures. Et le musée s'est doté aussi, eh bien, il a grandi par lui-même, les bâtiments, avec une nouvelle aile d'exposition construite donc dans les années 70. Différents directeurs, différents curateurs, conservateurs. On a également des grandes expositions qui ont marqué l'histoire jusqu'au XXIe siècle et qui, à leur manière, eh bien, poursuivent l'œuvre comme sur la première d'Hélène Muller. Alors justement, cette Hélène Muller, elle est née en 1869, elle est allemande. Elle est le troisième enfant de Émilie Nice et d'un riche industriel qui s'appelle Wilhelm Müller, son père. Et en 1876, eh bien, toute la petite famille va s'installer comme ça à Düsseldorf, où son père, le père d'Hélène, a comme cela l'opportunité de fonder avec son beau-frère une compagnie minière, exportatrice de minerais de fer et de charbon, qui va s'appeler cette compagnie la Müller Co. Très tôt, l'entreprise rencontre le succès. Elle va, cette entreprise comme cela, grandir. Elle va ouvrir des filiales à Anvers, à Liège, à Londres, à New York, à Rotterdam. C'est pas vraiment pendant son enfance qu'Hélène entre en contact avec les arts. Ses parents ne sont pas vraiment intéressés par la peinture, la sculpture, mais c'est une enfant studieuse et depuis son plus jeune âge. À 14 ans, elle est déjà familière avec les auteurs des Lumières, avec les philosophes, avec Goethe, Schiller, surtout avec Spinoza. Et c'est d'ailleurs de Spinoza qu'elle forgera plus tard une devise qui vraiment marquera un petit peu, sera une sorte de ligne directrice pour toute sa vie, Spiritus et Maritia Unum,
materia unum, pardon, l'esprit et la matière ne font qu'un. Alors, en 1888, eh bien, elle va épouser un jeune homme qui s'appelle Anton Kroller, c'est un Hollandais. Il a commencé à travailler pour la compagnie, pour l'entreprise familiale, quelques années plus tôt. Et le couple va s'installer à Rotterdam, où Anton est chargé de la filiale locale. Un an plus tard, le père d'Hélène décède brutalement, et donc c'est Anton qui devient le dirigeant principal, qui va diriger cette entreprise familiale. Il est assez jeune, il n'a que 27 ans, la famille grandit assez vite, vous voyez, ils ont 4 enfants, assez proches les uns des autres, et jamais quelqu'un, voilà, non, pardon, je fais un demi-tour, petit problème là de... Voilà. Je le disais donc, ils ont 4 enfants. La famille s'installe dans une petite ville qui est finalement à proximité dans la banlieue de Rotterdam. Et sous la direction d'Anton, eh bien, la compagnie grandit et elle s'enrichit. La famille s'enrichit, devient très riche. En 1895, Muller & Co va même acheter une compagnie maritime qui assure les liaisons régulières entre Rotterdam, Amsterdam et Londres. Anton renommer cette compagnie la ligne Batave, et on va reconnaître ces bateaux parce qu'ils ont un M pour Muller sur leur cheminée. Alors, à partir de 1905, eh bien, Hélène va rentrer vraiment en contact avec l'art moderne grâce à un artiste, un critique d'art, un enseignant qui s'appelle Henricus Peter Bremer. Alors Bremer, ça va être le personnage principal finalement de toute cette histoire. Elle va suivre avec sa fille Hélène, les deux Hélène vont suivre les cours de ce professeur, et elle veut en fait comprendre l'art, et elle va être séduite par le talent de Bremer, à tel point qu'elle va l'inviter bien chez elle, elle va suivre des cours particuliers, elle en a les moyens, et c'est le tournant de sa vie, puisque Bremer va vraiment l'initier à l'art, va lui ouvrir les yeux sur ce qu'est l'art en tant qu'expérience personnelle, l'empathie qu'elle peut éprouver par rapport aux œuvres artistiques. Il va devenir son conseiller particulier en matière esthétique, c'est lui qui va la guider pour acheter eh bien, les premières œuvres et constituer un peu sa collection. Peu à peu cette collection. Alors, la première acquisition, elle a lieu simplement déjà en 1907. C'est une œuvre de Paul-Joseph Constantin Gabriel qui s'appelle « Il vient de loin ». Elle est intitulée, cette œuvre « Il vient de loin ». Alors, c'est un peintre hollandais, il appartient à ce qu'on appelle l'école de La Haye, c'est un impressionniste, connu pour surtout ses paysages de polder, avec toujours un moulin à vent, un canal, les pêcheurs, un ciel assez haut. Et la composition que vous avez sous les yeux, eh bien, elle est assez ordonnée. On pourrait dire qu'il y a quasiment des règles mathématiques, puisque ce tableau, on va dire que toutes les lignes vont converger vers un seul point à l'horizon, qui est ici, voilà, quasiment au centre de la peinture. Alors bien sûr, il y a quelques canards au bord de la rive, il y a un canal, il y a un pêcheur aussi avec sa canne à pêche sans doute, et on le voit s'éloigner, mais surtout, il y a une rupture dans ce qui est finalement un espace assez calme. Et cette rupture, eh bien, elle arrive au loin, avec un épais panache comme cela de fumée, un train à vapeur qui gronde vers nous, qui vient vers nous. Et ça, c'est évidemment l'ère moderne qui apparaît soudainement dans ce paysage qui est évidemment intemporel. Gabriel n'est pas le seul peintre fasciné par ce nouveau moyen de transport qui est le chemin de fer. William Turner, Claude Monet, Van Gogh, bien sûr, feront comme cela apparaître, peindront un train à vapeur dans un paysage ou dans une gare. Alors, l'année suivante, elle achète justement son premier Van Gogh, qui s'intitule La bordure du bois. En 1908, les œuvres de Vincent Van Gogh eh bien, n'ont pas encore la notoriété qu'elles ont de nos jours. Ces œuvres, elles ne sont pas pour autant complètement inconnues, parce qu'il y a eu le travail de Jonna Banger, qui est sa belle-sœur, qui est la femme de Théo, et qui est l'héritière de toute l'œuvre de Vincent Van Gogh. C'est elle qui va s'acharner au début du XXe siècle à travers des expositions qu'elle organise, eh bien, elle s'acharne à faire connaître l'œuvre de Vincent Van Gogh. Alors, en 1887, lorsqu'il peint cette toile que vous avez à présent sous les yeux, et qu'il
qu'il peint également cet autoportrait, qu'elle achètera, Hélène, un peu plus tard, eh bien, ça ne fait pas 10 ans qu'il s'est mis à la peinture. Il est déjà en décalage, il est en rupture avec sa famille, une famille de marchands d'art, alors que lui, eh bien, pense que l'art n'est pas un produit, n'est pas une marchandise. Il a rejoint son frère Théo, lui-même marchand d'art, il l'a rejoint à Paris, et à Paris, eh bien, Vincent Van Gogh va s'informer, il côtoie les impressionnistes, les néo-impressionnistes, il fréquente des expositions, il découvre Auguste Renoir, Claude Monet, Georges-Pierre Seurat, Camille Pissarro, Paul Signac. Et c'est une période véritablement pour lui de régénération artistique avant qu'il ne découvre les couleurs de la Provence. Alors grâce à l'aisance familiale, grâce à la réussite financière de son époux, Anton, eh bien, Hélène Kröller-Müller elle collectionnait déjà des meubles anciens, des céramiques, de l'art asiatique depuis plusieurs années. Mais à partir de 1907, elle va se concentrer principalement sur l'art moderne. Vous avez ici à l'image les 4 tournesols en graines qui font partie des premières œuvres qu'elle va acheter. On a là un sujet classique pour les peintres, hein, c'est une nature morte. Seulement, les fleurs ne sont pas très fraîches. Il n'y a pas non plus de pot, il n'y a pas de vase, pas de bouquet arrangé de fleurs différentes. Il n'y a pas non plus un fond, ce qui est plutôt inhabituel. Juste quelques fleurs, on va dire en gros plan, qui remplissent donc la totalité de la toile. Depuis qu'il est à Paris, Van Gogh travaille sur les couleurs, sur leur opposition, tout en essayant de les harmoniser. Et avec ce tableau, eh bien, il a trouvé ce qu'il cherchait, c'est-à-dire l'association entre des couleurs chaudes et des couleurs froides, avec des contrastes très forts. Un an plus tard, elle va acquérir le Sommer, une œuvre inspirée par celle d'un autre artiste, en l'occurrence c'est Jean-François Millet, puisque ça c'est une tendance de Vincent Van Gogh, c'est-à-dire qu'il aime à interpréter à sa manière un thème traité précédemment par un autre artiste. En même temps que le Sommer, eh bien, elle va acheter la corbeille de citron avec une bouteille. Elle écrit à propos de ce tableau, si je veux comprendre les citrons de Van Gogh, je mets juste quelques citrons à côté d'eux dans mon esprit. Et quand je les vois, eh bien, je ressens la différence. Alors, riches industriels, je vous disais, les Kröller-Müller vont devenir aussi des propriétaires terriens. En une dizaine d'années, ils vont acheter près de 6000 hectares de terre, apparemment de la nature, bon, principalement pour Hélène, et parce que c'est aussi un bon placement, ça c'est un peu la vision d'Anton. Constituant peu à peu une vaste propriété, de nos jours, c'est ce qu'on appelle le parc national de Hague-Veluwe, grand comme 5 fois le bois de Vincennes, un poumon de verdure dans ce petit pays très urbanisé, il l'était déjà, il est encore plus de nos jours, hein, que sont les Pays-Bas. Alors toute la famille apprécie le grand air, Hélène et Anton font de l'équitation, et puis ils ont une maison là qu'ils vont faire rénover, qui va devenir leur maison de campagne. Comme les aristocrates du XVIIIe et XIXe siècle, la grande bourgeoisie de ce début du XXe siècle voyage. Elle voyage en Europe et Hélène et sa fille vont faire leur voyage en Italie. Elles vont aller à Milan, à Rome, bien sûr à Florence, où l'architecture de la Renaissance va émouvoir Hélène. Elle remarque en particulier le Palazzo Vecchio, cette vaste demeure admirée de tous et construite, alors elle se rappelle par des banquiers, par des marchands. Ce ne sont pas des rois, bon, ce sont un petit peu des princes, mais en tout cas, ce sont finalement des bourgeois enrichis. Et en 1911, eh bien, Hélène voilà, est inspirée hein, par cela. Mais en 1911, Hélène, elle connaît des difficultés. Elle connaît des difficultés de santé. Elle doit subir une intervention chirurgicale. Et avant de passer dans les mains du chirurgien, eh bien, elle se promet une chose, c'est de construire une maison-musée pour sa collection. Elle veut, déjà elle pense, léguer cette collection au peuple néerlandais. Elle veut sa maison de la culture. Voilà ce qu'elle dit, hein, vous voyez ici à l'écran. Et maintenant, le grand miracle doit se produire. Je construis ma nouvelle maison et ce sera un musée. Ensuite, dans 100 ans, il pourrait déjà être un monument culturel intéressant, plus naturel et dynamique, qui n'a jamais été montré. Alors, voilà, donc ça va être on va dire son projet. L'idée de création d'un musée va donner à Hélène Kröller-Müller un véritable objectif, toujours guidé par Bremer, qu'elle considère, elle l'appelle son premier ministre, hein. Évidemment ça fait d'elle un peu une présidente ou une reine. Elle ne veut plus acheter des œuvres que correspondant à son seul goût, elle pense déjà eh bien, au bénéfice, au plaisir de la communauté, des œuvres qu'elle imagine
pouvoir résister à l'épreuve du futur. Elle veut constituer une collection, je cite, qui offre un aperçu du développement de l'art moderne, du réalisme positif des années 1860 à l'art d'aujourd'hui, bon, ça c'est en 1912, en passant par l'impressionnisme, le pointillisme et le cubisme. Alors dans la pratique, elle va surtout concentrer ses achats sur l'art français, l'art néerlandais, avec toujours une place prépondérante pour Vincent van Gogh. La collection va grandir de façon, on peut dire, quasiment exponentielle, toujours grâce à Bremer. Hélène Müller fait la connaissance aussi, grâce à Müller, à Bremer, et bien, de nombreux artistes. Elle va commanditer des œuvres, par exemple, cette œuvre que vous voyez ici à l'image, donc auprès d'un artiste qui s'appelle Johann Thorn Pricker, c'est le portrait de son fils, d'un de ses fils, et puis également une peinture qui la représentera à un artiste qui s'appelle Floris Verster, qui est une œuvre assez rare de Floris Verster parce que c'est un artiste qui est davantage connu pour ses natures mortes florales. Mais là, bon, il y aura des longues séances de pause qui lui permettront de capturer un petit peu l'expression sérieuse de Madame Hélène Kroller-Müller, perdue dans ses pensées. Vous voyez un petit peu cette image, cette peinture hein, qui est là à gauche de l'image. Alors, Hélène Kroller-Müller accompagne son maître en art, Bremer, dans ses visites de galeries, dans les ventes aux enchères, aux Pays-Bas, à l'étranger. Elle dépense des sommes considérables, également poussées par son époux Anton, qui demande à Bremer eh bien, de leur trouver rien de moins que les meilleurs Van Gogh. En avril 1912, ils sont à Paris et ils vont pouvoir acheter comme cela une des 4 versions du Pont d'Arles, une des premières peintures de Vincent van Gogh une fois installé à Arles. Le fleuve, vous voyez ici, posé dans la diagonale de la peinture, eh bien, porte le regard, lorsqu'on porte le regard sur cette peinture, porte le regard justement vers un petit peu le centre de cette peinture, vers le pont, vers le wagon couvert qui va traverser ce fleuve. Cette peinture devient immédiatement une des pièces de prédilection de la collection. Pour Hélène Kroller-Müller, c'est une des plus belles, une des plus puissantes, une des plus claires de Vincent van Gogh. Mais le plus grand souhait d'Hélène à ce moment-là, eh c'est d'acquérir cette autre peinture que vous avez à la droite de l'image, la berceuse, le portrait en fait de Madame Roulin. Et elle la trouve lors d'une promenade de soirée, ce qui est assez fantastique, imaginez cela, puisqu'elle se promène sur le boulevard de la Madeleine, et là, il y a une galerie. Et voilà, il y a cette peinture dans cette galerie. Hélène va trouver ce portrait magnifique. Van Gogh ne cherche ni la ressemblance, ni à représenter la beauté d'Augustine. Son portrait, ce qu'il veut représenter, c'est la maternité rassurante, alors qui est donnée par la sensation de confort, de chaleur que l'on ressent en observant cette femme, ce sont les couleurs qui ont été choisies, et cette femme qui agite un berceau simplement avec une ficelle, vous avez ici à l'image. Hein, on ne voit pas le berceau, on ne voit pas l'enfant, mais il y a cette ficelle, et c'est avec cette ficelle qu'elle va agiter animer le berceau. Alors, pendant ce seul mois d'avril 1912, les Kroller-Müller vont acheter au total 19 tableaux de Van Gogh, également des œuvres de Jean-Baptiste Corot, de Jan Toorop, d'Odilon Redon et d'Honoré Daumier. Toujours accompagnée de Bremer, elle rend visite également à un autre peintre qui s'appelle Paul Signac. Et elle aperçoit dans son atelier eh bien, une toile de feu son ami Georges-Pierre Seurat, qui est mort prématurément 20 ans plus tôt. Elle achète une œuvre, enfin elle achète une vue sur les ports des deux artistes, à la fois de Signac et également de Georges-Pierre Seurat. Tous les deux sont ce qu'on appelle les inventeurs du pointillisme. Ils vont tous les deux faire partie aussi des artistes favoris d'Hélène Müller-Kroller, ou Kroller-Müller, comme on veut. Alors, Anton Kroller, sous l'influence de Bremer, eh bien, agrandit également, on va dire, sa sensibilité artistique. Il va s'intéresser, bien sûr, comme son épouse, à Van Gogh, mais c'est aussi, peut-être avant tout, un homme d'affaires. Et les considérations spéculatives ne sont pas complètement étrangères à ses achats. À cette époque, il a les moyens d'investir. En 1913, eh bien, il va, en cadeau, pour célébrer leur 25e anniversaire de mariage, il va offrir à Hélène les 2 toiles que vous avez sous les yeux. Il les a achetées 1 an plus tôt et il est parvenu comme cela à garder le secret, à cacher cette acquisition à son épouse. Alors Hélène est absolument ravie de ces cadeaux, voilà ce qu'elle dit.
je me suis presque évanoui de surprise. Parmi les lumières, les feuilles, les fleurs, était assis l'homme qui pleurait et se tenait debout, la femme calme. Bien sûr, je n'aurais jamais pu rêver d'une telle chose, même si vous m'aviez offert le collier de perles le plus joli, le plus gros, le plus cher. Je n'aurais pu être plus heureuse. J'ai le sentiment d'avoir reçu la clé de voûte de notre collection, comme si rien de plus n'était nécessaire maintenant. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement couronner le tout? Bon, elle ne va pas s'arrêter là, rassurez-vous, elle va continuer sa collection. Et bien sûr, on pourrait lire aussi une certaine ironie pardon, de la part de son époux. Horton Kroller faisait souvent des remarques humoristiques sur son rôle dans la collection d'art. Par exemple, en accompagnant des invités au bureau de sa femme, de son épouse, il annonçait volontiers qu'ils allaient désormais bien passer du côté crédit, qui était son bureau, au côté débit, qui était le bureau de son épouse. Mais alors, ce cadeau, c'est aussi bien, une appréciation pour Hélène, euh, pour son soutien donc, à sa collection, parce qu'après Van Gogh, bien, Fontaine-Latour est un des artistes préférés d'Hélène Kroller-Müller. Pour elle, son travail représente une sorte de calme indéfinissable. Vous avez ici quelques d'autres peintures, d'ailleurs, qui font partie, bien sûr, de la collection du musée, qui ont été acquises par la suite par Hélène Kroller-Müller. Alors, Hélène n'est pas aussi objective qu'elle aimerait l'être. Malgré elle, ses goûts, son époque vont se refléter dans sa collection. Elle passe à côté des fauves. Elle n'aura pas non plus beaucoup d'intérêt pour l'expressionnisme allemand, pas plus de Dada ou de Bauhaus dans ses recherches. Mais elle a acheté les premières œuvres cubistes, celles de Juan Gris, celles de Piet Mondrian. Vous avez ici par exemple le tableau numéro 1 de Mondrian, sur la droite de l'image, bien sûr, qui s'est formé auprès de Picasso, de Braque à Paris, qui représente ici un arbre disséqué, brisé, fragmenté, et converti en une structure complexe. Le motif est bien sûr à peine reconnaissable, mais le peintre a fait les premiers pas vers ce qu'on appelle, ou ce qu'il appelle, la pureté immuable, à la différence des formes changeantes de la nature. Alors, Hélène veut agrandir aussi le spectre de sa collection. Elle va donc acquérir des œuvres de maîtres anciens, dont cette peinture, vous avez ici à l'image, fragmentée d'ailleurs, Vénus et Amour de Hans Bernhard Grien, qui est un peintre allemand du XVIe siècle, influencé par la Renaissance italienne. Il peint notamment des figures mythologiques comme cette Vénus, déesse romaine de l'amour, de la beauté, de la fertilité. Et à ses côtés, juste là, bien, il y a son fils Amour qui tient la flèche, alors je ne sais pas si vous voyez une flamme sur cette flèche ici, qui tient la flèche enflammée de l'amour brûlant. Il a les yeux d'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez, bandé, à moitié bandé, il est arrivé à soulever une partie du bandeau. Alors pourquoi il a les yeux cachés? Parce qu'on lui cache la vérité de l'amour. C'est une Vénus très charnelle, un nu volumineux censé bien, être l'image idéale de l'humanité. Alors en 1913, ce cher Anton achète une maison à La Haye, juste à côté du siège de la compagnie Müller Co. Et Hélène peut enfin montrer sa collection d'art, notamment avec des œuvres de Seurat, de Signac. Là, je vous montrais des œuvres de Theo van Rysselberghe, qui est là aussi, à la fois en quantité dans la collection à présent du musée. Et puis également alors, un autre peintre qu'elle apprécie beaucoup, hein, qui s'appelle donc, vous avez ici à l'image, Odilon Redon. Alors, la plus grande salle de ce musée, de ce premier musée, est consacrée bien sûr à Van Gogh, qu'elle considère comme le cœur de sa collection, mais lentement, sûrement également, les ultramodernes vont être accrochés au premier étage. On aura des œuvres de Juan Gris, de Auguste Herbin, que vous avez ici à l'image, de Van der Leck, de Mondrian. Le musée Kroller est gratuit. La visite est gratuite. Les visiteurs doivent simplement demander un billet par écrit à l'avance. Et vous avez ici ce billet sous les yeux. Le public est principalement composé de la bourgeoisie aisée, des étudiants de Bremer, mais aussi des artistes, hein, des étudiants de l'Académie des Arts. 4 ans plus tard, Hélène, après avoir mené l'inventaire justement de cette collection, fait éditer son premier catalogue. La collection comprend alors quelques 408 œuvres. L'idée de construire un musée pour cette collection ne quitte pas son esprit.
Et plusieurs projets vont être comme cela lancés. Hélène, grâce à l'entreprise familiale, a la chance de travailler avec de brillants architectes, des artistes tout à fait brillants là aussi, et la compagnie elle-même a passé des commandes auprès de ces artistes, auprès de ces architectes. Et parmi ces architectes, eh bien, on aura un certain Andricus Petrus Berlage, connu pour avoir réalisé la Bourse d'Amsterdam, pour avoir également réalisé le Games Museum de La Haye. Et il réussit également, il va réussir à construire, Berlage, Hendrik Petrus Berlage, il va construire un pavillon de chasse pour la famille, en particulier pour Anton. Alors, c'est une étonnante construction, vous avez ici sous les yeux, qui est dans le parc actuel. On appelle ça le pavillon Saint-Hubert. C'est avec une grande tour dans laquelle il y a un ascenseur, ce sera le deuxième ascenseur des Pays-Bas, un pavillon qui, je le disais, est dans le parc et qui est à quelques minutes de l'actuel musée. Alors, le grand architecte va quand même renoncer à la fin de la Première Guerre mondiale à la construction du grand musée d'Hélène Kröller-Müller, tout simplement parce qu'il y a eu des dessins qui ont été réalisés comme cela, mais les relations avec Hélène Müller se sont, on va dire, quelque peu aigries. Il ne supporte plus ces ingérences, donc il y a dispute, il y a rupture. C'est donc un autre architecte, qu'Hélène va confier son précieux enfant, son grand musée. Il s'agit d'un architecte belge qui s'appelle Henri van de Velde. Et cet architecte va présenter, il va réaliser les premiers dessins. Il en réalisera plus de 1000 de ces dessins au cours des années 20. La construction va même commencer en 1921. Vous voyez qu'on va ici établir une ligne de chemin de fer parce que c'est un très grand musée qu'on va construire et avec des matériaux, notamment en pierre. Donc, il faut acheminer tout cela sur place. Malheureusement, l'entreprise familiale qui a continué à s'épanouir pendant la Première Guerre mondiale est frappée par une sorte de stagnation. Les dettes commencent à s'accumuler après la Première Guerre mondiale et elle rentre en difficulté, cette entreprise, dès l'année 1922. Alors, il faut commencer un petit peu à limiter les dépenses et les travaux du musée vont être interrompus. Ce qui va, bien sûr, jeter Hélène dans une sorte de tristesse absolue. Et Hélène, ici, je passe devant le site du musée, maintenant, je me sens comme devant une tombe ouverte qui attend son cadavre. Parfois, je n'arrive toujours pas à y croire que ça n'arrivera pas là-bas. J'attends toujours comme un miracle. Alors, je vous disais, il faut limiter les dépenses. Hélène va concentrer ses efforts sur le parc qui existe, imaginant donc un parc culturel avec déjà l'idée d'installer des sculptures dans ce parc. Alors, malgré les difficultés, Hélène Kröller-Müller veut toujours ouvrir sa collection au plus large, à un plus large public. Pour cela, elle va organiser une série de conférences, des conférences pendant lesquelles elle va montrer l'évolution de l'art depuis le milieu du XIXe siècle jusqu'à ses jours, on va dire, des conférences qui ont lieu à La Haye, utilisant sa collection pour expliquer, pour illustrer sa pensée. Et puis, une collection qui va continuer à s'élargir aux maîtres les plus anciens, je vous le disais, mais également avec différents supports. Elle va continuer à acheter les céramiques, la porcelaine chinoise, et également des conférences qu'elle va publier à compte d'auteur. Ces conférences vont être éditées. À partir de 1927, Hélène va accepter également que sa collection Van Gogh soit prêtée pour qu'elle soit montrée. Elle va, comme cela, être l'objet d'un voyage de présentation de collection, d'exposition itinérante. Alors, ça sera le cas. Il y aura une exposition de cette collection Van Gogh à Bâle, à Berne, à Bruxelles. On sait qu'à Bruxelles, que 30 000 visiteurs vont comme cela aller voir cette collection d'Hélène, donc sur Van Gogh. Une exposition qui passe par 4 villes allemandes, puis qui passe par même Amsterdam, avant même de partir aux États-Unis dans les années 30. Les problèmes financiers, il faut bien dire, n'ont pas disparu. Anton et Hélène vont décider de protéger ce parc et cette collection en créant une fondation. Ça ne sera plus leur propriété, mais la propriété d'une fondation à partir de 1928, ce qui met la collection, le parc, un petit peu à l'abri de leurs aléas financiers, de leurs problèmes financiers.
La situation économique de l'entreprise, il faut bien le dire, va continuer à se dégrader, en particulier au début des années 30. Il faut donc réduire les acquisitions d'œuvres au minimum. Les bureaux de la compagnie de La Haye vont même fermer. La collection d'art doit être transférée à ce moment-là dans une grande villa du couple. Et finalement, eh bien, en 1935, l'État accepte le marché qui est proposé par les Kröller-Müller. La fondation fait don de la collection à l'État néerlandais, et ce dernier eh bien, s'engage à acheter le parc et à construire un musée pour cette collection. Par contre, l'État néerlandais ne veut pas construire un grand musée, ce qui est le rêve d'Hélène Kröller-Müller, mais un petit musée qui va vite être appelé le musée de transition, confié à nouveau à l'architecte belge Henri van de Vet. Vous avez ici les plans de ce petit musée. Alors, ce petit musée va être en briques et pas en pierre. Ça ne sera pas donc ce grand musée que voulait Hélène Kröller-Müller. L'État néerlandais va prêter des ouvriers pour la construction de ce musée. En contrepartie, l'État sera le propriétaire du musée, bien sûr. Pendant les travaux, la collection est rassemblée dans le pavillon de chasse, transférée d'ailleurs sous escorte policière, euh, très lentement d'ailleurs, avec un rythme d'un camion par jour. Et c'est dans ce même pavillon de chasse que le couple Kröller-Müller va se retirer. Malheureusement, la santé d'Hélène commence à décliner. Pour autant, elle va quand même surveiller l'aménagement des salles du musée de transition, réservant les meilleurs emplacements pour ses Van Gogh, choisissant tapis, meubles, pour créer, on va dire, une atmosphère chaleureuse. Bon, je vais utiliser le mot anglais un petit peu, une sorte d'atmosphère un peu cosy. Elle est également assistée d'un certain Willy Hopping Jr., qui est de fait le premier conservateur du ce qu'on appellera dès lors, le nom de ce musée, c'est le Rijksmuseum Kröller-Müller, c'est le nom officiel du musée. Le 13 juillet 1938, le musée est inauguré. Le couple est présent, mais Hélène est trop faible pour s'exprimer, pour prendre la parole. Il y a de nombreux artistes aussi qui sont là, qui sont chers au couple, qui assistent à cette inauguration. Hélène ne profite que brièvement de son musée. Elle va décéder en décembre 1939. Par respect, sa dépouille est transférée du pavillon de chasse jusqu'au musée. Cette dépouille passera une nuit dans le musée, allongée auprès de ses bien-aimés Van Gogh, directement devant les 4 tournesols mis en gamme. Vous voyez ici cette image où on voit effectivement la sépulture et la peinture. Alors, le musée Kröller-Müller, le Rijksmuseum Kröller-Müller, on ne peut pas dire qu'il ait vu le jour à la meilleure période de l'histoire des Pays-Bas. En 1938-1939, l'invasion allemande arrive très tôt, 1940, malgré les combats à proximité, des combats qui n'ont provoqué aucun dégât sur la propriété. Mais après la première visite du commissaire au Reich, l'Allemagne nazie qui occupe les Pays-Bas veut acheter, entre guillemets, 3 œuvres allemandes du XVIe siècle qui appartiennent à la collection, dont cette image que vous avez ici à l'image, cette peinture qui s'appelle Vénus et Amour, toujours son fils Amour, le voleur de miel de Lucas Cranach l'Ancien. Au nom, alors, cette force d'occupation allemande fait cela au nom de ce qu'ils appellent le rapatriement officiel, l'occupant évoquant l'attachement émotionnel de ses œuvres pour la nation allemande. En réalité, il s'agit tout simplement de tableaux qui sont destinés aux collections d'art d'Hitler et de Göring. Alors, avec l'aide d'Anton Kröller, le directeur officiel, qui s'appelle Sam van Deventer, un ami de longue date du couple, ce directeur va parvenir à négocier une compensation financière pour le musée, quelques 600 000 florins, qui doivent servir à l'acquisition de nouvelles œuvres. Alors, c'est quand même une période un peu particulière pour, on va dire, le marché de l'art. Certaines pièces achetées par le musée pendant cette période devront plus tard être restituées après la guerre parce que ces œuvres avaient été volées à leurs propriétaires juifs par les Allemands. Anton Kröller et le directeur du musée veulent garder le musée ouvert au public malgré l'occupation, malgré la guerre. Un catalogue va être édité. On va célébrer le 50e anniversaire de la disparition de Vincent Van Gogh en 1940. Willy Hopping continue ses visites guidées, mais la collection est finalement mise à l'abri
mis à l'abri des risques de bombardement. C'est Hélène qui avait, dès 1939, lancé la construction d'un abri dans le parc. Ce sont les Allemands qui vont achever la construction de cet abri. Et cette collaboration avec l'occupant vaudra au directeur du musée, plus tard, après la guerre, eh bien, sa mise à l'écart à la Libération. Alors, en décembre 1941, à 79 ans, Anton Kroller eh bien, rejoint finalement son épouse pour l'éternité. La guerre semble loin du musée, en tout cas jusqu'en 1944, mais alors que les Alliés approchent, l'échec de l'opération des Alliés qui s'appelle Market Garden fait du musée Rijksmuseum Kroller-Müller un hôpital à la Croix-Rouge. Les premiers malades, les premiers blessés parcourent à pied les 20 km ou à cheval, en charrette, sous le vent, sous la pluie, jusqu'au musée, jusqu'au ce qui va devenir donc cet hôpital de la Croix-Rouge. Le musée va accueillir plus de 300 adultes, une quarantaine d'enfants. On va loger les médecins, les infirmières. Un musée qui ne sera libéré que le 15 avril 1945 par des soldats canadiens. Le 1er juin, eh bien, le musée est évacué des derniers blessés de cet hôpital on va dire, temporaire. Alors, dans cette seconde moitié du XXe siècle, c'est l'histoire d'une institution culturelle qui continue à grandir, continue à s'épanouir avec des conservateurs, des directeurs de musées, des nouvelles acquisitions et aussi des défis, de nouveaux défis comme l'entretien, la restauration des bâtiments, mais aussi des œuvres. Le musée, avec l'aide des soldats canadiens, ouvre ses portes au public dès le mois d'octobre 1945. La collection va reprendre sa croissance grâce à des legs, également grâce à des achats comme eh bien, le béguinage à l'automne d'Édouard Carsen, qui entre dans la collection dès 1945 grâce à l'aide de l'État hollandais. Mais la principale acquisition de cette période, c'est bien sûr les mangeurs de pommes de terre dès l'année suivante. C'est un des tableaux les plus ambitieux de la période hollandaise de Van Gogh. Avant de commencer cette peinture, Vincent Van Gogh réalise plus d'une centaine d'études de portraits d'ouvriers agricoles, de ces paysans, différents dessins. Il se prépare aussi à son premier grand tableau sur le thème de la vie paysanne brabançonne, qu'il considère comme une sorte d'épreuve. Il veut prouver avec cela qu'il est en passe de devenir une sorte de peintre accompli. Il n'a pas l'intention de faire des portraits très précis de ces personnes. Il cherche surtout à dépeindre l'atmosphère, la nature primitive de la vie paysanne. Voilà ce qu'il écrit à son frère Théo. Tu vois, j'ai vraiment voulu en sorte que les gens aient l'idée que ces paysans qui mangent leurs pommes de terre à la lumière de leurs petites lampes, eh bien, ont labouré eux-mêmes la terre avec ces mains qu'ils mettent dans le plat et qu'ils ont honnêtement mérité leur nourriture. Alors, c'est un critique d'art qui va reprendre les rênes du musée à partir de 1947. Il s'appelle Bram Hammacher. Il a 2 combats à mener pendant ces années d'après-guerre. Le premier combat, c'est que son budget, eh bien, il le trouvera toujours insuffisant. Et puis, le deuxième combat, c'est qu'il a une charte qui a été léguée, laissée par la fondatrice, qui limite ou qui protège sa collection d'une expansion tout azimut. Pour Hélène Kroller-Müller, elle considère que sa collection est achevée. Alors, il va commencer par moderniser le musée en modifiant la muséographie. On va ranger, on va mettre de côté les meubles, les tapis, les armoires pleines de porcelaine. On va mettre tout cela dans les réserves. On va donner aussi un peu plus d'espace aux œuvres qui étaient trop proches les unes des autres, quitte à en placer certaines au dépôt. Bram Hammacher trouve la faille également dans la charte d'Hélène Kroller-Müller, puisque dans cette charte, elle n'évoque pas les sculptures. Il va donc acheter des sculptures. Celles, par exemple, les premières, d'un artiste franco-russe qui s'appelle Ossip Zadkine. Vous avez ici ce torse, également une femme assise. Et puis, il va acheter des sculptures, celles de Rodin, puisqu'il considère qu'un musée moderne, d'art moderne, ne peut pas ignorer ce qu'il considère être l'indispensable Rodin. Alors ça sera par exemple cette femme accroupie, cette sculpture grande nature, qui est l'une des préférées de Bram Hammacher. Le conservateur veut faire du musée un musée international. Ce musée doit donc évoluer, organiser des expositions d'envergure internationale et il va par exemple incorporer la première œuvre abstraite, celle de Jean-Jan Arp, qui s'appelle donc La Coquille. Alors le musée doit grandir et en 1953, va être établie une nouvelle aile qui est ouverte
Dans cette aile, il y a un espace pour la peinture, 5 espaces pour la peinture, un espace pour la sculpture, un auditorium, puisqu'il considère qu'un musée, c'est un espace où l'esprit peut être éveillé, guidé, à travers des conférences qui sont organisées, mais également des concerts qui sont organisés dans cet auditorium. Menaçant même de démissionner, il obtient plus de moyens et surtout, il obtient l'autorisation de développer, de construire un jardin des sculptures, conçu comme un espace intermédiaire entre l'intérieur et l'extérieur du musée. Il doit exposer de la sculpture de Rodin à nos jours. Il confie à une toute jeune artiste qui s'appelle Martha Pam la réalisation d'une œuvre emblématique spécialement faite pour le musée. C'est une, on appelle d'ailleurs, c'est son nom, la sculpture flottante Otterloo. Otterloo, c'est le petite ville qui est juste à côté. Le bassin dans lequel est placée la sculpture devait être de la forme d'une poire. On a dû réduire un petit peu les dimensions de ce lac artificiel, de cet espace d'eau. L'artiste a travaillé sur un modèle d'abord en bois, vous voyez ici à l'image, et puis le résultat, eh bien, pour que ça dure et que ça flotte plus longtemps, c'est un résultat donc en polyester. Elle est, cette œuvre, l'une des 50 œuvres exposées à ce moment-là, dont La tête d'animal d'un artiste britannique qui s'appelle Henry Moore, Le berger des nuages, toujours de cet artiste allemand, Jan Arp, ou Jean Arp, pardon. Des sculptures qui ont d'ailleurs bien résisté à l'épreuve du temps. Vous voyez ici, on va dire dans des photos plus modernes. Donc des sculptures qui résistaient à l'épreuve du temps. Et dès l'ouverture, je disais, du jardin en 1961, eh bien, Bran Hamacher pense déjà à son expansion, à l'expansion de ce musée. En 1963, c'est un jeune réalisateur, Rudy Oxenma, qui récupère la charge du musée. Alors lui, il va s'occuper de doubler la taille du jardin des sculptures, mais il va aussi s'occuper du musée, parce que le musée a quand même des besoins. Alors bon, là, ce n'est pas l'état dans lequel il trouve, c'est juste au début des travaux. Le musée a besoin de travaux, il est en mauvais état, le chauffage fuit, il n'y a pas de système d'alarme, il n'y a pas de système de climatisation, ce qui fait que les peintures sont elles-mêmes en train de s'abîmer. On s'aperçoit qu'il y a des dégâts sur les peintures de Van Gogh. En 1969, le musée est fermé pour travaux. La collection va s'installer à Arnhem, donc à une trentaine de kilomètres, et on aura donc un transfert de ces œuvres. Le musée, il est fermé pour 3 ans. Il est amélioré, agrandi déjà, et puis on va même lui promettre une nouvelle aile qui sera construite un peu plus tard dans les années 70. Malgré le manque de personnel, le manque de moyens financiers, dont se plaint Oxenard, tout au long de son mandat, il va continuer quand même la politique d'acquisition. Pour le jardin des sculptures, il va acquérir quelque chose qui va devenir assez fondamental, une des plus grandes sculptures jamais réalisées dans ce jardin, et une sculpture qui va devenir également très populaire, c'est ce qu'on appelle le Jardin d'Émail de Jean Dubuffet. Alors c'est une œuvre qui est un vrai défi pour l'artiste et également pour le commanditaire, puisqu'on va passer d'une maquette à un dixième à une œuvre qui fait quelques 600 mètres carrés. Il faut 15 mois de préparation, un architecte spécialement engagé pour cette œuvre, pour la construction de cette œuvre, une équipe de techniciens. Et c'est une œuvre de béton, de fibres de verre, de résine époxy, de peinture, fait 30 mètres sur 20 mètres, avec une canopée. Alors au sommet de ce qu'on appelle l'arbre, on est à plus de 8 mètres. Ce jardin d'émail, il a été spécialement fait pour le musée et il se joue justement des contrastes forts entre le blanc et le noir de ses surfaces, de ses lignes, et le cadre naturel qui l'entoure, qui est évidemment un cadre tout à fait vert. Une fois que l'on est dans le jardin, on est évidemment dans un monde très différent. Alors non seulement on peut toucher quasiment toutes les œuvres, mais on peut marcher sur cette œuvre, on peut être dans l'œuvre. Et à partir de 1966, Jean Dubuffet a commencé, c'était une nouvelle phase dans sa création, dans la réalisation en volume de ses œuvres, puisqu'il était passé des œuvres à 2 dimensions à des œuvres justement à 3 dimensions, avec des chaises, des téléphones, des meubles. Et puis il a changé d'échelle, il a fait ce qu'on appelle des œuvres monumentées, des œuvres monuments. Alors, c'est effectivement le cas de cette œuvre, de ce jardin d'émail, qui a, je vous disais, largement participé
à la popularité croissante du musée Rijksmuseum Kröller-Müller. Mais il y a d'autres œuvres qui vont également marquer cette période, qui sont parfois des dons d'artistes, des artistes qui vont donner leurs œuvres au musée, comme celle que vous avez sous les yeux de Ken Unsworth, un artiste australien, qui va, comme cela, donner cette œuvre qu'on appelle les pierres suspendues. Alors, malgré les difficultés financières, le musée parvient à organiser des expositions annuelles, 2 chaque année. En 1984, il y a une très importante exposition qui s'appelle 278 Van Gogh. C'est la totalité, c'est le nombre des œuvres de Van Gogh présentes dans le musée. 92 peintures, 183 dessins, 3 estampes. Et face à l'engouement du public, l'exposition va être prolongée comme cela pendant plus de 6 mois. Quant au successeur et alors juste, j'ai oublié de vous dire une petite chose, ce qui va, le seul bémol de cette période, c'est que le musée est victime en 1988 d'un vol. 3 tableaux de Van Gogh vont être empruntés sans permission, ce qui est la définition d'un vol, dont le tisserand que vous avez ici sous les yeux. Mais les 3 peintures vont retrouver le musée 6 mois plus tard. Donc, ça a été, on va dire, un vol assez bref. Et en 1990, on va célébrer les 100 ans de la disparition de Vincent Van Gogh avec quelques 850 000 visiteurs. Quant aux successeurs de Rudi Oxenhardt, ils doivent continuer à accroître la collection du musée en respectant au mieux la charte d'Hélène Kröller-Müller, mais aussi avec des moyens qui ne sont pas illimités. Et ça n'a rien de simple car le marché de l'art, vous le savez bien, il est devenu très spéculatif. Dans les années 90, le musée, avec l'aide de plusieurs fondations et associations, l'aide du ministère de la Culture également, le musée a pu acheter aux enchères ce qu'on appelle le commencement du monde. C'est l'œuvre d'un artiste roumain, Constantin Brancusi. D'après son créateur, cet ovale asymétrique représente la beauté parfaite, le symbole du début du monde et du mystère de la vie animale, de la vie humaine. Constantin Brancusi est considéré comme le père de la sculpture moderne. Les donations, les aides d'associations, de fondations sont devenues, on va dire, de plus en plus importantes parce que l'État des Pays-Bas s'est retiré du financement des musées. Ce qu'on a appelé en Hollande, aux Pays-Bas, l'autonomie des musées. C'est un joli nom pour cela. Les musées doivent se débrouiller un peu par eux-mêmes. Et à partir de 1994, le musée va déjà commencer par changer de nom. Il ne s'appellera plus le Rijksmuseum Kröller-Müller, mais simplement le musée Kröller-Müller. Il est devenu aussi, par la force des choses, une entreprise qui doit vivre sur ses propres moyens, gérer ses actifs. Alors, c'est le musée, le bâtiment, mais également sa collection. Certaines œuvres exposées doivent être protégées, d'autres restaurées. C'est vrai pour les peintures, les sculptures du musée, mais c'est encore plus vrai pour les œuvres du jardin, pour les sculptures du jardin. Alors, après 40 ans, 40 ans après sa construction, le jardin Émail avait grandement besoin d'une cure de jouvence. Il y a eu 50 travaux pour réparer la structure de béton parce que cette peinture en 3 dimensions, c'est aussi un bâtiment de béton. On l'a d'ailleurs appelé, son surnom, c'est le Rembrandt de béton. Alors, après avoir réglé les soucis de drainage, la surface de l'œuvre a été entièrement repeinte en portant un soin particulier sur les lignes noires, si importantes pour Jean Dubuffet. La restauration, elle s'est faite aussi avec le soutien de la Fondation Dubuffet de Paris et l'aide de l'assistant de l'artiste qui était en charge de la peinture en 1974. Les travaux ont été achevés au début de l'année 2020, le temps d'enlever la tente de protection. Le public a pu à nouveau profiter de cette œuvre unique qui devrait résister aux dégâts du temps pour les 50 prochaines années. Alors, je vais terminer avec celui qui vous accueillera lorsque vous rendrez visite au musée Kröller-Müller. Il est tout proche de l'entrée. C'est une œuvre d'un artiste qui s'appelle, l'artiste c'est un néerlandais, Oswald Wegenbach. Son créateur l'a conçu à l'image de la petite bourgeoisie hollandaise. Vous voyez ici dans son long par-dessus, les mains détendues derrière le dos, le pied gauche un demi-pas en avant, la tête légèrement penchée en arrière et à droite. L'homme a une expression distinguée, mais d'une insouciance assez désarmante.
Il est à l'entrée du musée et il est le visiteur typique ou idéal du musée en train d'observer une œuvre. S'inspirant de la sculpture classique grecque, le trait est assez simple. Il fait partie d'une série de 8 sculptures commencées lors d'un séjour dans le sud de la France par l'artiste. Et depuis 1961 et l'ouverture du Jardin des sculptures, eh bien, il n'a quasiment pas été déplacé. Il est surtout l'une des statues favorites des visiteurs et en fait, il est devenu l'icône du musée. À présent, eh bien, voilà, je vais vous remercier pour votre attention.